Donc je voulais effectivement remercier Tanguy pour m'avoir contacté, m'avoir donné l'opportunité de venir à l'IUT. Donc j'ai le même statut que lui, je suis PAST, mais j'enseigne dans un style beaucoup moins prestigieux que celui de Vannes, hein. J'enseigne au style de Roubaix, depuis effectivement de nombreuses années aussi, je crois, depuis les années 92, 93, je crois. On ne m'entendait pas, hein, j'ai une petite voix et je sens que j'ai pas le retour. Si vous pouvez augmenter. Ouais, là je suis prêt là. Ça va là? C'est mieux. Voilà. Donc je vais pas refaire les remerciements. Par contre, par rapport au sujet, j'ai voulu que je vais expliquer mes débuts en statistique et pas les débuts de la statistique comme il est prévu dans le programme. Parce que bon, même s'il y a de la chirurgie esthétique, je n'ai pas connu Student, je n'ai pas connu Fischer et je n'ai pas connu Kolmogorov. Donc ce n'est pas je vais expliquer un petit peu le parcours qui a été le mien dans les statistiques. Et comment j'ai évolué progressivement vers tout ce qui est la data science aujourd'hui, quoi. Alors j'ai commencé par ça. Alors quand on est à l'ère du big data, effectivement, ça a un peu changé parce que à l'époque, il fallait quand même chaque fois que je posais une question et que j'avais une réponse, il fallait que je fasse un trou. Et donc on était quand même, déjà on essayait de poser quand même quelques bonnes questions, pas trop, tant qu'à faire, parce que c'était un travail physique. Et puis généralement on faisait à peu près 250 lignes et on était bien content. Et on passait toutes ces cartes perforées, ce qui faisait un volume physique relativement important pour aller faire une première analyse factorielle. Je vais aussi dire merci au prof qui m'a formé, hein, parce que bon, on ne tombe pas quand même dans les stats si on n'a pas rencontré quelqu'un dans sa vie qui vous donne envie d'y aller. Certains l'ont probablement côtoyé, il s'appelait Gérard Barbès, il nous a quittés maintenant il y a 4-5 ans. Il a travaillé longtemps à la Redoute et il faisait effectivement, c'est lui qui m'a formé, qui m'a donné envie de faire ce métier. Et c'est avec lui que j'ai collaboré alors que j'étais encore jeune diplômé à faire une analyse factorielle pour le groupe Auchan dans les années 80, ce qui était quand même assez exceptionnel. Et il a mobilisé l'ordinateur de la Redoute pour faire ce travail de fin de stage et de fin de mission pour ma part. Alors à l'époque du big data, c'est sûr que ce support-là, il est un peu, on va dire, il est un peu dépassé. Il avait un avantage, c'est qu'on devait quand même bien réfléchir avant sur la problématique qu'on voulait se poser pour commencer effectivement son dossier. Puis après, en 1982, donc, on a évolué dans ces vieilles salles informatiques. Donc ça a été une époque où moi j'ai rejoint le Crédit Agricole à l'époque pour travailler effectivement sur... Alors ça ne s'appelait pas la connaissance client, bien évidemment, dans ces années-là. Ça s'appelait essentiellement faire du reporting, on va dire. C'était plutôt ce travail-là, et puis faire quand même, tout ce qui était les travaux économétriques. Alors là, on est passé sur des bandes. C'était une époque un peu mirifique. Et je me rappelle que pour faire une prévision d'objectifs, je pouvais lancer un job à la fois. C'était en Fortran à l'époque. Il fallait que j'arrive le matin, que je charge les bandes qui stockaient les données, que je charge les bandes qui stockaient les programmes. Et puis on exécutait effectivement ce travail-là pour... il fallait une nuit, généralement offrir du Ricard au pipitreur pour qu'il vous passe le programme, parce que j'étais rarement prioritaire dans ces traitements-là. Et puis on revenait le lendemain, et puis on avait effectivement fait une étape. Je me rappelle cette étape, c'était assez amusant. Mon directeur de développement de l'époque me demandait de démarrer les travaux économétriques le 15 juin en priant que ça soit fini le 30 septembre. C'était le temps qu'on passe tous les jobs l'un derrière l'autre pour arriver effectivement à faire un traitement. On était un peu dans cette logique-là. 1 heure d'informatique, ça coûtait mais vraiment une blinde à l'époque. Il ne fallait surtout pas se tromper. C'était quelque chose d'assez lourd, quoi. Ça vous donne un peu le détail. 1984, il est arrivé une chose, alors qui a pour moi changé beaucoup ma vie, parce que ça a été le moment où j'ai commencé à pouvoir accumuler beaucoup plus de données. Hein. C'est l'arrivée du modèle relationnel. Alors pour moi, ça a été la première fois où je suis tombé sur un langage AS400, où j'ai pu commencer effectivement à agréger des tables dans un univers bancaire qui était relativement riche. J'en ai gardé quelques manies de langage sur, par exemple, je me rappelle une phrase qui s'appelle When a match, when a force match, quand je devais faire des tables et des jointures. Et il y avait un logiciel donc de la société IBM à l'époque
Alors ce logiciel, il tenait sur des trucs comme ça, je vous ai ramené des échantillons quand même, donc ça tenait là-dessus, sur ça. Donc pour vous donner un truc qui était un peu amusant, la première fois que j'ai fait un transfert de fichier entre la caisse du Pas-de-Calais et la caisse de la Somme, la secrétaire a agrafé la disquette sur le courrier, pour que ça ne se perde pas. C'était une époque un peu, effectivement, assez magnifique, où quand on faisait des traitements informatiques, on ne pouvait pas dire qu'il y avait beaucoup de monde j'ai raconté hier à Lionel comment je suis rentré au Crédit Agricole. On m'a posé une question, parce que je venais de l'univers du jeu et de l'univers de la musique, ce qui n'est pas vraiment l'univers informatique de base, hein. Je travaillais sur des jeux. Et on m'a posé une question au Crédit Agricole, on m'a dit, est-ce que vous connaissez l'informatique? J'ai répondu oui. J'ai jamais eu de deuxième question. Ce qui m'a amené, et j'ai raconté à Lionel hier, qu'effectivement, étant quand même pas trop sécure, parce que je suis passé d'un ZX81 à un IBM 3090, qui est quand même en perspective relativement différent, je leur ai proposé quand même d'aller travailler le samedi pendant la période de démission, histoire de quand même voir si je pouvais y arriver. Et puis bon, ce 3090, quand même, c'était sympa. Ça donnait de la puissance par rapport à mon ZX81. On a pu quand même faire plus de choses, et on a effectivement fait à l'époque des premières segmentations. Ce que je me rappelle à cette époque-là, c'est qu'on n'avait quasiment pas des moyens de faire des séparations de profils. On passait notre temps à faire des agrégations de data. Et en fait, c'était toutes les époques de l'analyse factorielle, des clusterisations, etc., qui étaient plutôt majeures. Et on nous demandait surtout de faire des groupes, quoi. Il fallait pondre des groupes, et assez peu de fonctions discriminantes. D'ailleurs, en 84, il y avait des acteurs qui s'appelaient Ferisac, hein, qui étaient spécialisés dans le domaine de la séparation et qui gardaient jalousement leur histoire de comment on peut faire une analyse discriminante assez sophistiquée pour distinguer les risques, les positifs et les négatifs. C'était vraiment quelque chose de très exceptionnel pour l'époque. Mais c'était quand même un peu... il fallait quand même avoir la chance d'être sur des belles machines et d'avoir des gens compréhensifs pour les temps de traitement. Puis alors, 86, ça a été ma grande évolution. C'est on m'a donné un joli AT, ça devait être un AT1 ou un AT2, qui fonctionnait avec des trucs comme ça, hein, pas plus fort que ça. Et on n'avait pas de programme informatique, sauf des petits créateurs qui ont commencé effectivement à nous donner des petits logiciels pour commencer à faire ces traitements informatiques. Bon, la saisie était relativement longue, mais c'était déjà un progrès par rapport à ça. Vous ne pouvez pas imaginer que ça, c'est le début du stockage dans l'informatique, hein. C'est ce genre de petits trucs. Alors pour les étudiants qui sont jeunes, ils n'ont pas jamais connu, même pour écouter de la musique, hein. Mais en support informatique, ça n'a pas duré longtemps. Heureusement d'ailleurs, parce que c'était un peu long. Mais pour les fans de FIFA, c'est quand même la première de FIFA. C'est la première version de FIFA. Je crois que j'ai jamais vu une partie de foot dessus, hein, qui sont tentés de mettre les joueurs et d'avoir le résultat. Donc c'était beaucoup moins fatigant que les jeux actuels au niveau travail. Par contre, ça a permis de commencer, ça a beaucoup démocratisé la capacité d'accès. Je dirais pour moi, ça a correspondu à une évolution professionnelle importante. J'étais plus obligé de chercher des gros ordinateurs. J'ai pu commencer à acheter mes ordinateurs et à faire effectivement mes propres traitements statistiques. C'est-à-dire que la capacité d'investissement, elle est devenue relativement raisonnable, tant en programme qu'en puissance machine. Et je pense que ça a été une époque assez intéressante. Bon, le petit portable que vous voyez sur la gauche pesait 8 kilos. Là, on peut pas ça d'avoir un portable, on appelle ça un transportable, avec une énorme manette, quoi. 90, ceux qui ont moins de 30 ans ne connaissent pas cette image et cette expression fameuse. Donc ça a été effectivement l'arrivée de Windows avec Jacques Chirac qui a découvert effectivement ce petit appareil. Ça a été pour moi l'arrivée d'autres acteurs, hein, donc quelqu'un comme SPSS, donc c'est un autre format, c'est un progrès beaucoup plus important. Bon, sauf que pour charger le programme d'SPSS à l'époque, je pense qu'il fallait l'équivalent de 14 disquettes à peu près pour avoir un chargement complet des logiciels. Par contre, ça a été une première partie interface intéressante parce qu'on a navigué, on a commencé à sélectionner, on a commencé à faire des menus. Et c'est un peu amusant parce que dans cette évolution des stats, j'ai toujours vu un peu ces deux choses, c'est-à-dire à un moment, il faut aller dans du code,
Il faut apprendre un langage, il faut se faire du Fortran. Enfin, à l'époque, c'était un peu le Fortran et c'était le DOS pour effet de l'arrivée. Puis d'un seul coup, vous voyez une interface graphique. Et je dirais aujourd'hui, je vois à peu près la même chose qui est en train de se profiler. Vous avez donc des gens qui codent, en dur, en SAS, ou qui vont coder en Python, ou qui vont coder en R. Et puis vous avez de l'autre côté des gens qui ont effectivement une présomption très graphique, comme je pense que vous irez sur les stands voir des outils comme Dataiku, comme SPAD, qui vont effectivement ouvrir une interface pour adresser un autre type de public. Je pense qu'on a toujours ces deux vagues un peu qui sont une vague geek dans un premier temps, qui permet à un moment d'explorer, de trouver des nouvelles choses. Puis à un moment, il y a une reprise qui correspond à une phase de généralisation dans les stades qui permet en fait de rendre plus accessibles les différentes technologies, qui les rend plus on va dire, plus souples. Je vois bien, par exemple, qu'on met de l'IA aujourd'hui dans les produits parce que je crois que c'est Dataiku qui le fait, ou Naim le fait aussi, c'est-à-dire que quand j'ai fait une étape, on me propose le prochain composant que je vais devoir utiliser derrière, qui est souvent le plus associé, pour aider. Alors ça, pour quelqu'un qui est un bon geek, ça n'a pas un grand intérêt, mais quand on cherche effectivement à accompagner le parcours professionnel de jeunes débutants ou éviter de faire des grosses bêtises, c'est relativement intéressant, quoi. C'est là-dedans Lionel Houtet. Donc ça a été, ça c'est ma grande, je dirais, période très intéressante qu'on retrouve un peu aujourd'hui aussi. C'est l'époque où j'ai vu arriver plein de gens qui ont créé des nouvelles technos, parce que il y avait Lionel qui est ici, hein, qui lui est arrivé avec ces technologies à base de réseau bayésien, hein, une approche où il reste, on va revenir encore quand même toujours très original et très, très innovant sur cette partie. C'est là où j'ai vu arriver Monsieur Pleuvret avant pour effectivement l'outil SPAD. J'ai vu arriver Hervé Perdry d'Isoft avec effectivement tout ce qui est les technologies d'arbre de décision. J'ai vu arriver Hervé Mignot avec son outil Clémentine. J'ai vu arriver qui d'autre, un qui a disparu sur les réseaux bayésiens, sur les réseaux de neurones, qui était de PMSI, comment il s'appelait? Et donc ça a été une époque où tout ce qui a été on était un petit peu, il y avait ça, ce qui était un petit peu rigoriste sur les traitements statistiques, qui représentait, on va dire, l'hétéroxie, on dit pas hétéroxie, l'orthodoxie, ouais, je veux me dire, ça m'a tendance un peu parfois. Donc c'était vraiment, on avait des dogmes, et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu des nouvelles technologies qui sont mises en place, qu'on retrouve aujourd'hui. Je peux vous dire, à l'époque, elles ont été très contestées, hein. Les réseaux de neurones, ça marchait pas, les réseaux bayésiens, ça marchait pas, ça n'avait pas de puissance, c'était trop long. Et petit à petit, toutes ces technologies-là sont venues se combiner et ont pris leur place. Elles ont joué dans des secteurs. Alors il y en a qui n'ont toujours pas émergé. Je pense par exemple les algogénétiques restent toujours une énorme promesse qu'on voit pas vraiment se mettre en place. Moi, je les avais utilisés pour optimiser des scores, par exemple, pour des formules de score. Bon, c'est des technologies qu'on n'a pas vues, qui n'ont pas encore pris leur place. Ça a été aussi l'époque où l'IA a commencé à descendre. C'était tout ce qui était moteur de règles, etc. Et on se disait, ouais, c'est très long de formaliser la connaissance. C'est mieux d'aller attaquer les datas pour trouver des modèles. Et donc, on a un peu tué certaines branches qui reviennent aujourd'hui, hein, parce que si vous prenez les réseaux de neurones en reconnaissance d'image, c'est un incontournable. Si vous prenez certaines technologies pour faire du parsing, de traitement de texte, etc., on va les retrouver. On retrouve quand même, heureusement, les moteurs à base de règles qui sont présents. Ah oui, j'allais oublier Ferber aussi, avec ces objets multi-agents, qui étaient de cette époque-là aussi, quoi. C'était Monsieur Lebray, de chez PMSI, qui travaillait sur les... Et donc ça a été une période très, très, très créative. Et je pense qu'aujourd'hui, on retrouve la même chose, hein. Je pense... alors moi, je regarde encore un peu, malgré mon grand âge, des gens comme Dataiku, qui effectivement poussent aujourd'hui des nouvelles solutions. On pourrait dire que j'ai fait de la pub quand même, hein. Deux ou trois fois. Ça n'avait pas raté votre temps, hein. Mais effectivement, on voit apparaître plein de nouveaux acteurs qui prennent des problématiques, dessinent des compétences métiers, cherchent de la verticalisation. J'ai vu des gens comme Essi, par exemple, qui s'adressent au monde industriel pour créer des solutions très, très, très verticalisées avec des algorithmes, on va dire, très, très bien conçus. Et je pense que ça a été une période, pour moi, la plus intéressante et la plus foisonnante, qui m'a d'ailleurs fait quitter mon entreprise pour rentrer chez Soft Computing, où j'ai quand même travaillé pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Bon, ça, vous le connaissez, ça a été effectivement l'émergence des workflows, quoi, de traitement. Bon,
SPAD en avait fait un statique avant, dans sa vieille version, et là on avait arrivé effectivement tout ce qui est ces traitements de processus. Ça a été quand même l'émergence d'une forme d'industrialisation des stats. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le travail du statisticien jusqu'à cette rupture à peu près dans les années 2000, c'était je fais une étude, je livre un résultat, et puis après la mise en prod, elle était quand même longue, elle n'était pas souple. Elle était vraiment, enfin, il y avait une phase de spécification, recettes, etc. Et on n'était pas tout à fait sûr que d'ailleurs que l'informatique avait construit était vraiment le reflet de ce que l'on avait vraiment conçu. Et à partir de ces années 2000, effectivement, moi j'ai vu apparaître les notions d'API. Hein. C'est le moment où j'ai choisi d'aller effectivement dans le monde du digital parce que je me suis rendu compte que les gens du digital, ils se préoccupaient pas ils se préoccupaient pas de la localisation des datas. Ils étaient capables d'aller travailler sur 8 environnements. Ils me prenaient les stocks par là, les scores par ici, etc. Et ils se posaient vraiment pas de question de la propriété, de la localisation des datas, etc. Et j'ai vu un environnement qui était en train d'être hyper mouvant, quoi. 2004, donc ça, c'est pas mon domaine de spécialité, mais je pense que on a beaucoup d'enjeux aujourd'hui à aller chercher toutes ces données sur le web. Je fais encore un travail de consulting auprès de certaines entreprises, donc je vois bien que la difficulté est d'aller chercher toutes ces données textuelles qui sont dans des entrepôts, souvent sur des machines à part, et qu'on a de la peine à aller chercher ce texte, qu'on a de la peine à aller chercher ces interactions, qu'on a de la peine à aller les mixer avec les données transactionnelles. C'est-à-dire que j'ai d'un côté un système CRM, on va dire, assez puissant, et de l'autre côté, j'ai un système web qui a pris de l'importance. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, pour mettre en évidence qu'il fallait nous filer les datas, j'ai quand même montré que les rendez-vous agences d'un gros réseau, quand on fait le bâton sur un histogramme, ça doit peser 20% par rapport aux interactions web, quoi. Et que les interactions web, on les a pas, pour plein de problématiques de frontières, de plans de tagage pas faits, ou plutôt de volonté du maître du graphique, quoi. On a la même chose aujourd'hui du côté social, hein. C'est-à-dire que les API sociales, etc., l'utilisation, des échanges et des clients, c'est un écosystème qui est carrément à l'extérieur et qu'on ingère assez peu dans les modèles. Alors en 2004, je pense que ça ne posait pas trop de problèmes parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'outils pour être en capacité de traiter autant de features, hein. Traiter aujourd'hui, moi je travaille sur des matrices où je dois avoir pas loin de 3500 features, ça fait quand même beaucoup, sur plus de 2 millions de lignes. À l'époque, je pense qu'avec les outils que j'avais à ma disposition, ça n'aurait pas véritablement passé, quoi. Mais c'est une question qui, ça fait quand même 10 ans qu'on attend cette vision, on va dire, externe du client. 2010, pour moi, ça été une belle révolution. C'est le fait que ça m'a donné, en fait, après l'arrivée des PC, c'est ce qui m'a donné mon deuxième degré de liberté. C'est le fait que je peux acheter pour pas cher des capacités de stockage très importantes. Je travaille actuellement dans une PME, hein, on a divisé quand même le coût de licence, alors on va pas être méchant, mais on a quand même divisé le coût de licence d'un facteur d'au moins 25 en choisissant d'un seul coup d'aller vers des technologies sur le cloud. Bon, par exemple, ton logiciel, je peux l'utiliser quand j'en ai besoin. Je peux stocker des volumétries relativement importantes et j'ai pas trop de problématiques à me poser effectivement sur la puissance de mes serveurs qui sont derrière. On me les ajuste en fonction des volumétries et des temps de traitement. Et je crois que c'est sur le fond, c'est un facteur qui est relativement important parce que ça donne pour des petits acteurs des possibilités de se développer sur un marché qui, à mon avis, avant, il y avait une frontière très forte parce que pour faire de la data science, il fallait des datas, il fallait acheter des logiciels qui coûtaient relativement cher. Il y avait en fait une barrière d'investissement qui semblait relativement importante. Et je pense que le cloud est en train de faire sauter cette barrière. C'est-à-dire que pour des PME, c'est facile d'aller aujourd'hui faire du traitement de data. Pour des créateurs d'entreprises type Dataiku, ça permet aussi pour eux, effectivement, par des technologies cloud, par des technologies Amazon ou autres, d'abaisser en fait les coûts de possession des datas, le coût de traitement des datas, et donc ça ouvre une sorte on va dire de démocratisation relativement importante dans tout ce qui est le domaine de la data science. Moi j'avais une ambition dans mon entreprise d'aller sur le cloud, on avance tout doucement là-dessus, hein, c'est de faire des modèles as a service, c'est-à-dire que vous ne paierez que la qualification que je vous aurais donnée sur la data.
Venant un peu du monde du web, je sais qu'on se fait beaucoup payer à la performance dans le monde du web. Là, je peux vous faire payer à the usage, c'est-à-dire que si je dois vous vendre une segmentation ou un score, je vous le vendrai par petits morceaux de 1000, quoi. Un petit centime par-ci ou un petit centime par-là. Et puis si vous n'en êtes pas content, bah, vous déconnecterez. Et puis, je dirais, la performance, vous allez me l'acheter au compte-gouttes, plutôt que de mettre tout l'investissement au départ dans le concept, dans l'idée, dans le traitement. Et c'est une approche économique qui permet à des jeunes entreprises, à des PME de démarrer. Je travaille parfois avec des toutes petites startups. Ça leur donne effectivement la capacité de démarrer par une phase de qualification dont elles n'avaient pas la possibilité avant de le faire. 2012, l'open source, on va dire le retour de R quand même, qui est revenu. Pour moi, c'était le retour à du code aussi, parce qu'il y a longtemps que je n'osais plus. Et c'est une deuxième phase hein, qui... alors vous me direz, je suis trop vieux pour... j'aurais dû mettre Python. C'est vrai que j'aurais dû mettre Python. Mais compte tenu de mon âge et de mon espérance de vie professionnelle, je me suis dit, je ne vais pas faire les deux, je vais en prendre un. Mais j'ai choisi R. Voilà, c'est mon choix. Mais effectivement, le monde de l'open source, c'est une nouvelle alternative hein, qui fait baisser les coûts, qui pour certains éditeurs aujourd'hui peut effectivement être un danger, parce que on trouve quand même des librairies qui sont super intéressantes là-dessus. Moi, c'est grâce à R que je commence à faire du text mining, c'est grâce à R que je peux vraiment bien préparer mes données en entrée. C'est sûr qu'en 4 lignes de R, parfois on fait le travail qu'on faisait 6 heures parce qu'on arrive à faire des soustractions de matrices que globalement dans d'autres types de traitements j'aurais bien des difficultés à faire. Et donc ça ouvre des capacités. Bon, par contre, c'est vrai que c'est un langage aride. Faut coder, c'est quand même pas le truc le plus convivial qui existe. C'est vrai quand ça plante, j'ai jamais eu beaucoup de cheveux, mais quand ça plante R, c'est qu'il faut trouver quoi. C'est quand même assez exploratoire. Hein. Il n'y a pas les petites lettres rouges qui vous disent c'est à cet endroit-là. Ça plante et c'est un peu abscon. Quoi. Mais c'est une autre possibilité qui permet à un moment d'aller effectivement utiliser les compétences. Alors moi j'utilise beaucoup par exemple en préparation une librairie qui s'appelle Caret, qui me permet effectivement de faire tout un traitement amont de... Oula, c'est interdit ça. Donc tout un traitement amont. Et alors je pense qu'on retrouve les mêmes choses dans les librairies Python, etc., qui permettent de le faire. Ce qui fait que bon, j'ai appris beaucoup de... Ah ben non, j'en parlais juste après, effectivement. Alors je ne suis pas expert là-dessus. Par contre, je vois un petit défaut. C'est que les gens se jettent sur du Python, ils se jettent sur une librairie Scikit, et puis ils ne regardent pas les paramètres, ils prennent toute la data, et ils me sortent des courbes de ROC qui tuent la mort, quoi. Enfin, c'est la discussion qu'on a eue ce matin, quoi. Et après, ils sortent des tautologies du style à tous les clients qui ont fait pour souscrire une affaire, il faut avoir fait un devis. Ah oui, c'est pas mal. Et puis, il faut aller... et puis, si vous avez fait un rendez-vous avant le devis, c'est encore mieux. Vous voyez, bah oui, forcément, les 3 éléments sont liés. Et si vous allez chez Noroto pour changer un pneu droit, vous allez forcément changer un pneu gauche. C'est pas mal. Donc, c'est un peu le côté trop facilitateur, je dirais, qui fait que je prends un maximum de données. Et je ne me pose pas trop de questions sur le côté métier, la signification. Ça a donné une facilité de lancer sur des grosses plateformes en utilisant plein d'algos et sans maîtriser les algos. Il y a un petit côté focalisation sur la courbe de ROC. J'en vois beaucoup qui me disent oh, putain, je suis à 99. Je dis ouais, mais si on est à 99, c'est qu'il y a peut-être un loup. Quoi. C'est pas... Ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein. Alors, je vous ai mis des souvenirs de ma jeunesse. Au début, j'ai cru que c'était la région... Ouais, vous ne connaissez pas non plus, parce que forcément, c'était des 45 tours en plus. J'en ai pas parlé. Mais effectivement, donc on voit apparaître tout ce qui est les problématiques de puissance en temps réel, hein, avec, dans la grande distribution particulièrement, où je vois apparaître tout ce qui est Scala, ce qui est Sparks. Alors, Sparks me semble le langage de demain. Hein. Pour moi, c'est visiblement la librairie qui va permettre d'allier à la fois puissance, streaming, etc. Et puis toutes ces problématiques de temps réel qu'on voit apparaître. Donc on a encore une accélération effectivement de la mise en production des modèles qui sont de plus en plus importantes. Alors,
est-ce que demain, effectivement, on aura besoin de data scientists? Si on regarde l'évolution de certains outils, on se dit on pourrait éventuellement mettre des jolis robots pour vous remplacer dans le métier. C'est un peu la tendance que vont avoir certains acteurs, hein, c'est de traiter un flux de données et puis de mettre une interface au milieu. En tout cas, c'est ce que je vois dans certaines directions générales en se disant, pour ceux qui ont des grosses équipes de data miners ou de data scientists, c'est est-ce qu'il n'y a pas une promesse pour moi de diminuer mes charges en utilisant toutes ces nouvelles technologies intelligentes pour réduire les 17 personnes que j'ai à ma disposition et n'en avoir que 10. C'est une réalité. Si vous regardez la robotique, vous avez effectivement un peu cette même tendance. Je pense qu'il ne faut pas tourner la page trop vite. Il y a des emplois qui vont être menacés et probablement que certains emplois dans nos métiers de la data science vont effectivement être pour des problématiques simples. Je pense qu'il y a des problématiques simples aujourd'hui qui devront être traitées directement par des machines et que par contre il va falloir trouver des nouveaux domaines d'expertise qui vont devoir nécessiter effectivement des profils formés dans la data science. Ça je passe. Ça je vous en ai un peu parlé, ce que j'appelais la double spirale. En fait il y a toujours un mouvement de balancier. Une techno, du code, des interfaces, recode. Et on sent effectivement toujours cette évolution. Je pense qu'il est toujours important pour quelqu'un qui fait ce métier-là de la suivre. Hein. C'est d'être à l'écoute des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de modélisation. Je dirais, je pense que moi j'ai toujours été quelqu'un de très dubitatif sur les technologies que j'emploie et je me dis, est-ce que je ne peux pas trouver autre chose qui me permettrait de le faire? C'était probablement ma caractéristique, c'est de se dire, est-ce que je ne dois pas aller regarder ailleurs si je ne peux pas faire mieux avec quelque chose. Et je crois que cette tendance, elle existera toujours. Vous avez compris, j'ai pas mal évolué entre mon langage Fortran et Spark. Ça m'a fait beaucoup de langues étrangères à apprendre. Je ne dis pas que je les ai toutes maîtrisées, mais j'ai au moins capacité à discuter avec les gens qui les maîtrisaient un peu mieux, qui les maîtrisent d'ailleurs beaucoup mieux que moi. Hein. Mais c'est important de les comprendre leurs problématiques, comprendre les limites des outils qu'ils utilisent, comprendre les métiers aussi. Ça, par contre, c'est ça que j'aime bien dans l'outil de Basia. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu trop focalisé sur les datas. On n'interprète pas les interrelations, on trouve des modèles, hein, ça c'est sûr. On a une fonction. On a fait une f de x qui prend plein de paramètres. Mais en fait, on ne comprend pas. On ne cherche plus à comprendre. On ne cherche plus à comprendre les interrelations entre les variables, etc. Et on est relativement... on n'a pas de théorie. On a un modèle. Et j'ai un peu peur qu'avec ces nouvelles technologies, on empile en fait des modèles qui marchent bien, mais qu'on soit incapable d'expliquer pour un client sa vraie problématique et de la synthétiser. Je prends par exemple un exemple où j'ai jamais vu encore maintenant je lis pas tous les papiers, hein, j'ai pas le temps, mais je vois bien qu'il y a plein de random forest, qu'il y a des XGBoost qui apparaissent dans tous les sens, sauf que ces technologies-là, elles ont des jeux de paramètres. On doit gérer des profondeurs, on doit gérer des tailles, on doit gérer un learning rate au début, on doit gérer un learning rate à la fin. Et moi, j'ai pas vu de papier. D'ailleurs, je suis même incapable d'expliquer à un étudiant comment il doit gérer ce jeu de paramètres pour démarrer. Je fais la référence par rapport aux physiciens, où il y a quand même des mecs qui se sont amusés à prendre tous les signaux chromatiques pour aller se dire, si c'est jaune comme ça, c'est que forcément c'est du chlore. Si c'est rouge comme ça, c'est de l'hélium, etc., etc. Et il y a un Gus qui a, je crois, qui a passé toute sa vie à faire toutes les chromas. Ce qui nous permet quand même de savoir que sur une étoile, elle est composée de ça, qu'elle s'avance, qu'elle recule. Et donc c'est des gens qui ont mis en place, par l'observation des faits, ils ont dégagé effectivement des théories. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on a trop de possibilités d'analyse qui nous focalisent sur les datas et qu'on ne cherche pas effectivement à construire des soubassements théoriques à ça. Alors bon, moi je vais bientôt arrêter ma vie professionnelle. Je dis pas que je m'amuserai à tester millimètre par millimètre l'incidence sur un random forest d'un truc, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, quoi. C'est ne serait-ce que pour aider les étudiants à bien choisir ces technologies.
Je sais bien qu'on sait mettre aujourd'hui des fine-tune paraméteurs, qu'on sait faire des cross-validations. 2 minutes. Il me reste un slide, je crois. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit envisager si on veut que notre data science soit pas, enfin, devienne quand même quelque chose d'un peu plus parlant pour les dirigeants. Plutôt que de leur dire ce qu'ils ont entendu quand même depuis 25 ans, stocker des datas, on va finir par vous les analyser et trouver quelque chose. Ça fait quand même... j'en ai bien vécu une bonne partie de ma vie, hein, de construire des entrepôts de données, les alimenter et leur dire. Mais vu d'un DG, il a quand même le sentiment de remplir un énorme bassin dans lequel il ne voit jamais rien remonter, quoi. C'est quand même Et je pense qu'on va avoir besoin de recréer un peu cette théorie. Alors pour terminer, je dirais que c'est quand même un métier intéressant. Hein. Enfin, qu'est-ce que je regrette pas? Moi qui avais fait des études littéraires en plus, c'était quand même... vous imaginez un mec qui fait du latin et qui fait de la musique, qui arrive effectivement à faire des stats. Non, par contre, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir, je dis, faut aimer le fun. Hein. C'est un métier où faut se dire, je dirais, moi, je suis un très sensitif vis-à-vis de mes modèles. Hein. Je les aime ou je les aime pas. J'aime y aller. Je suis moins, enfin, il faut que je le sente, quoi. C'est quelque chose qui me reste. J'ai besoin de sentir que ce modèle, il vit, quoi. Et je crois que pour un statisticien, je vous trouve parfois un peu froid, trop techos, pas assez proche de vos clients, pas assez proche des questions métiers qu'on vous pose un directeur marketing, qui ne comprend pas trop ce que vous lui dites, mais il a besoin que vous ayez une certaine forme d'empathie par rapport à sa problématique, quoi. Quand il voit partir ses clients, il n'attend pas une courbe de roc. Il attend qu'on lui donne une formule et qu'on lui donne des conseils pour conserver ses clients, quoi. Et je pense que je l'ai vécu assez avec les informaticiens, hein, quand j'ai construit des entrepôts de données. C'est cette forme de distanciation vis-à-vis de la question qui me paraît effectivement gênante. On se met trop derrière les technos. Trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Il faut mieux se mettre, je dirais, dans la capacité que l'on a d'apporter des réponses à des gens qui vous les demandent. On le trouve beaucoup moins dans les gens qui travaillent dans les hôpitaux, par exemple, où effectivement, là, il y a... Je suppose que c'est le contexte qui fait que la problématique d'aller faire des tests, de soigner une vie, de guérir quelqu'un, fait qu'il y a une forme d'empathie dans la modélisation que je ne trouve pas parfois dans le marketing, ou alors dans le risque, c'est encore pire, ou dans la fraude, alors là, il n'y a pas d'empathie du tout, mais donc il y a des secteurs où il y a zéro empathie, on peut le comprendre. Mais quand on est dans le marketing, il faut une certaine forme d'empathie, quoi. Voilà, je pense que j'ai terminé.